Sofia avait seulement 8 ans lorsqu'elle entra pour la première fois à l'école municipale Monteiro Lobato. Elle débordait d'excitation, les yeux brillants et ses cheveux crépus joliment tressés par sa mère ce matin-là. Ses cheveux étaient sa plus grande fierté, mais ce qu'elle ignorait, c'est que ce jour allait changer sa vie à jamais. Pendant ce temps, dans la salle des professeurs, Madame Marcia Albuquerque observait par la fenêtre. Avec 20 ans de carrière dans cette même école, elle avait appris à dissimuler ses préjugés derrière une façade d'autorité. En voyant Sofia entrer dans la cour, ses lèvres se pincèrent, comme si quelque chose la dérangeait. Le père de Sofia, le lieutenant Carlos Silva, était occupé ce matin-là, dirigeant une opération importante au sein de la police civile. Quant à sa mère, Anna, avocate spécialisée en droits humains, elle avait soigneusement choisi cette école, persuadée qu'elle serait le meilleur endroit pour que sa fille grandisse et apprenne. La cloche sonna, annonçant le début des cours. Sofia, enthousiaste, s'assit au premier rang. Son cahier tout neuf était posé sur la table et ses tresses bougeaient doucement, tandis qu'elle organisait ses affaires. Mais lorsque Madame Marcia entra, quelque chose dans la façon dont ses talons résonnaient sur le sol semblait étrangement menaçant. C'est alors que tout commença. Un commentaire apparemment anodin de la professeure sur une apparence appropriée fit que Sofia serra ses tresses contre elle, se sentant mal à l'aise pour la première fois. Elle remarqua les regards autour d'elle, et quelque chose en elle sembla s'alourdir. Mais ce n'était que le début. Personne n'aurait pu imaginer qu'en moins d'une semaine, une paire de ciseaux changerait tout. La caméra de surveillance dans un coin de la salle, silencieuse, allait enregistrer quelque chose de choquant. Et dans la poche de la blouse de Madame Marcia se trouvait une petite clé dorée renfermant un secret important. Pendant ce temps, au commissariat, le lieutenant Carlos reçut un appel qui le glaça. Le numéro de l'école apparut sur l'écran de son téléphone, mais, à l'autre bout de la ligne, ce n'était pas la coordinatrice pédagogique. C'était une employée de ménage qui murmurait doucement, comme si elle venait d'assister à quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû voir. Le quartier où se trouvait l'école municipale Monteiro Lobato semblait paisible, avec des maisons bien entretenues, des places ombragées par des arbres et des habitants de classe moyenne fiers de leurs traditions. Pour Madame Marcia Albuquerque, ces traditions signifiaient une chose très claire, maintenir tout exactement tel que cela avait toujours été. Dans son bureau privé à l'école, elle conservait des coupures de journaux anciens des années 80, datant de l'époque où l'école était privée et réservée à l'élite locale. Les récents changements, avec l'école devenue publique et accessible à tous, étaient comme une plaie qu'elle ne parvenait pas à ignorer. Sofia n'était pas la première élève noire à rencontrer des problèmes avec Madame Marcia, mais il y avait quelque chose en elle qui éveillait une obsession différente chez l'enseignante. Peut-être était-ce ses tresses impeccables ou la manière confiante avec laquelle elle répondait aux questions en classe. « Les enfants doivent connaître leur place », murmurait Marcia en feuilletant son carnet rempli de notes sur ses élèves. Au commissariat, le lieutenant Carlos Silva, père de Sofia, était connu pour résoudre des affaires complexes, notamment celles liées aux crimes de haine. Sur son bureau, il gardait une photo de Sofia le jour de sa remise de diplôme à la maternelle. À côté, il y avait un article de journal encadré mettant en avant sa plus grande victoire, démanteler un réseau de discrimination institutionnelle dans une grande entreprise. Anna, la mère de Sofia, n'avait pas choisi cette école par hasard. En tant qu'avocate spécialisée dans les droits humains, elle avait déjà entendu parler de plaintes concernant des discriminations dans l'établissement. Inscrire Sofia là-bas avait 2 objectifs: offrir une bonne éducation à sa fille et observer de près comment les choses fonctionnaient. Donna Conceição, la femme de ménage qui travaillait dans l'école depuis 15 ans, avait ses propres secrets. Ses mains, marquées par le temps, transportaient plus que des produits de nettoyage. Dans son vieux téléphone portable, elle gardait discrètement des photos et des vidéos de situations qu'elle avait observées dans les couloirs.
Sa propre petite-fille avait quitté l'école des années auparavant, après un incident jamais expliqué avec Madame Marcia. Dans les archives mortes de l'école, des dossiers jaunis conservaient des histoires de transfert et d'abandon soudain. Il y avait toujours un motif récurrent, mais personne n'avait le courage d'en parler. La nouvelle directrice, Regina Santos, qui avait récemment pris ses fonctions, commençait à remarquer quelque chose d'étrange dans les chiffres concernant le décrochage scolaire. Parmi les élèves, des chuchotements à propos de la mystérieuse salle 13, où Madame Marcia conservait ses affaires personnelles, créaient une ambiance de suspense. Certains élèves disaient avoir vu des mèches de cheveux dans une vieille boîte. D'autres parlaient de photos anciennes d'enfants qui, soudainement, avaient disparu de l'école. Mais la vérité était encore plus effrayante que toutes ces rumeurs de couloir. Le concierge, M. José, était le seul à posséder toutes les clés de l'école, y compris une petite clé dorée qui ouvrait un tiroir spécifique dans la salle des professeurs. Parfois, lors de ces rondes nocturnes, il entendait Madame Marcia parler toute seule dans la salle, bien après la fin des cours. Ce qu'il ignorait, c'est que les caméras de surveillance allaient bientôt enregistrer quelque chose qui changerait tout. Ce mercredi-là, Sofia arriva à l'école avec une coiffure spéciale. Sa mère avait tressé ses cheveux d'une manière qui ressemblait à une couronne, un style traditionnel représentant des générations de sa famille. Ses camarades furent émerveillés, certains demandant même à prendre des photos, mais le regard de Marcia semblait rempli de colère, brûlant comme des braises. Pendant le cours de mathématiques, l'enseignante commença à la provoquer. « Certaines coiffures trop voyantes gênent la concentration de la classe », dit-elle en frappant rythmiquement sa règle sur la table. Sofia inspira profondément et releva la tête, se rappelant ce que sa mère lui disait toujours. « Sois fière de qui tu es. » Pendant la récréation, Marcia passa un mystérieux coup de fil. Oui, comme cette fois en 98. Mais cette fois-ci, ce sera différent. Le dossier est presque complet, murmura-t-elle au téléphone. Dans le couloir, près de la salle des professeurs, Donna Conceição, la femme de ménage, enregistra la conversation avec son vieux téléphone portable, sentant que quelque chose clochait. Ce vendredi, l'atmosphère à l'école semblait étrange. Marcia arriva plus tôt que d'habitude, portant un sac plus grand que la normale. Les caméras de surveillance enregistrèrent son entrée dans l'énigmatique salle 13 bien avant le début des cours. Lors de sa ronde matinale, M. José remarqua que la serrure de la salle avait été changée, ce qui éveilla ses soupçons. Plus tard, pendant le cours de français, Marcia décida de réorganiser les places des élèves. Délibérément, elle isola Sofia au fond de la classe, loin des fenêtres et juste à côté de l'armoire à matériel. La tension était palpable et l'impression qu'un événement grave allait se produire pesait sur tout le monde. Sofia ressentait le poids de la discrimination, mais elle suivait malgré tout le conseil de sa mère. Elle notait tout dans son journal intime, décrivant chaque moment difficile en détail. Pendant ce temps, au commissariat, le lieutenant Carlos recevait une nouvelle dénonciation anonyme concernant l'école. Cette fois, quelque chose était différent. Avec la plainte, il y avait des photos anciennes d'autres enfants ayant étudié dans la classe de Marcia. Tous avaient un point commun. Leurs cheveux naturels avaient été modifiés de manière étrange et inexpliquée. Anna, remarquant que Sofia agissait différemment, lança sa propre enquête. Elle découvrit un schéma inquiétant dans les dossiers scolaires, des transferts mystérieux d'enfants noirs qui étaient passés par la classe de Marcia au cours des 20 dernières années. Déterminée à comprendre ce qui se passait, Anna commença à rassembler des preuves, consciente qu'elle faisait face à quelque chose de bien plus grave qu'elle ne l'imaginait. Les choses devinrent encore plus tendues lorsque Marcia annonça un projet spécial pour la semaine suivante. « Nous allons faire une présentation sur les standards et l'uniformité, » dit-elle en regardant directement Sofia. « Tout le monde doit être impeccable. » Ce soir-là, les caméras de surveillance captèrent Marcia seule dans sa salle, organisant quelque chose dans une vieille boîte tout en marmonnant pour elle-même. Un éclat métallique attira l'attention sur l'enregistrement. Une paire de ciseaux professionnels était posée sur son bureau.
Pendant son nettoyage nocturne, Donna Conceição fit une découverte qui lui glaça le sang. Des mèches de cheveux crépus soigneusement emballées dans du papier craft et des photos anciennes d'élèves, toutes modifiées d'une manière ou d'une autre. Tremblante, elle prit des photos avec son téléphone portable, consciente qu'elle devait agir. Au même moment, la directrice Regina, en révisant les anciens dossiers de l'école, trouva une série d'incidents jamais signalés, tous liés à la salle 13 et à l'enseignante Marcia. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, elle reçut une enveloppe mystérieuse contenant de vieilles photos de l'école. C'était un avertissement silencieux. « Ne vous mêlez pas de ça ». Avec le week-end approchant, la tension était palpable, comme une tempête prête à éclater. Sofia, consciente du danger, cacha une caméra dans son nœud de cheveux, suivant le conseil de son père. Et toujours des preuves. Ce que personne ne savait, c'est que le lundi, la salle 13 deviendrait le théâtre d'une confrontation qui changerait à jamais l'histoire de cette école. Pendant que tout cela se déroulait, Luisa, la meilleure amie de Sofia, remarquait que quelque chose n'allait pas. Sofia était plus silencieuse, plus tendue. Déterminée à l'aider, Luisa décida d'enquêter. Pendant la récréation, elle réussit à jeter un œil par la fenêtre de la salle 13 et prit une photo. Ce qu'elle vit l'intrigua. Un panneau couvert de coupures de journaux anciens et de photos d'élèves. Sans comprendre complètement, elle montra sa découverte à Sofia, qui en fut encore plus effrayée. Alors que le mystère se dévoilait, chaque nouveau détail semblait être une pièce d'un puzzle sombre. Le lundi approchait, et avec lui, la certitude qu'un événement majeur était sur le point de se produire. Le lieutenant Carlos était occupé à enquêter sur une série de plaintes concernant des discriminations dans d'autres institutions de la ville. À première vue, cela semblait être une affaire ordinaire, mais un détail attira son attention. Toutes les plaintes mentionnaient une clé dorée comme symbole d'une autorité abusive. Il se rappela que Sofia lui avait parlé d'une clé semblable qu'elle avait vue entre les mains de Madame Marcia, ce qui le rendit à la fois intrigué et encore plus inquiet. Pendant ce temps, dans la communauté autour de l'école, des rumeurs sur les méthodes spéciales d'enseignement de Marcia commencèrent à circuler. Des parents d'anciens élèves qui gardaient depuis des années en silence les histoires traumatisantes de leurs enfants commencèrent à se réunir en secret. Parmi eux se trouvait Donna Jussara, dont la fille avait quitté l'école une décennie auparavant après un incident avec l'enseignante. Le groupe discutait de la possibilité d'une action collective, mais la peur des représailles les faisait hésiter. À l'école, la directrice Regina, encore troublée par l'enveloppe mystérieuse qu'elle avait reçue, chercha à se constituer des alliés discrètement. En menant ses recherches, elle découvrit qu'elle n'était pas la première à tenter de confronter Marcia. D'autres directeurs avant elle avaient reçu des menaces et même subi des sabotages professionnels. Regina commença à comprendre qu'elle faisait face à quelque chose de bien plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. Un réseau de complicité qui dépassait les murs de l'école. Monsieur José, le concierge, portait lui aussi un lourd fardeau. Des années auparavant, il avait été témoin d'un des procédures spéciales de Marcia avec une élève. La peur de perdre son emploi l'avait réduit au silence, mais la culpabilité le rongeait. Désormais, il essayait d'aider discrètement, laissant des indices pour la directrice Regina dans l'espoir que quelqu'un puisse enfin arrêter Marcia. Pendant ce temps, Anna, la mère de Sofia, approfondissait son enquête. Elle découvrit que des cas similaires avaient eu lieu dans d'autres écoles de la région, toujours avec le même schéma. Une enseignante autoritaire, des élèves marginalisés et des changements mystérieux dans l'apparence des enfants. Les preuves pointèrent vers quelque chose de plus terrifiant encore, un réseau de discrimination institutionnalisé. Sur les réseaux sociaux, un hashtag commença à devenir viral. Cheveux de la résistance. D'anciens élèves de Marcia, aujourd'hui adultes, commencèrent à partager leurs histoires en ligne. Ces témoignages créèrent une vague de prise de conscience menaçant de dévoiler des décennies d'abus cachés.
Marcia, sentant la pression monter, devint encore plus obsédée par l'idée de compléter son dossier. Elle entra en contact avec d'anciens collègues d'autres écoles, révélant l'existence d'un réseau d'éducateurs partageant sa vision déformée de la standardisation. Cependant, ses actions devinrent de plus en plus désespérées et moins prudentes. Pendant ce temps, la petite caméra cachée dans le nœud de cheveux de Sofia capturait des conversations troublantes dans les couloirs. La tension était palpable, et tout semblait indiquer que le secret de Marcia était sur le point d'être révélé. Les élèves les plus âgés murmuraient souvent au sujet d'un rituel qui aurait lieu dans la mystérieuse salle 13. Ils disaient que c'était quelque chose de sombre, transmis de génération en génération comme un secret. Pendant ce temps, au commissariat, un vieux dossier couvert de poussière fut découvert dans les archives mortes. À l'intérieur, on trouvait des récits oubliés d'incidents survenus dans des écoles il y a plusieurs décennies. Le nom de Marcia Albuquerque apparaissait dans plusieurs de ces histoires, toujours de manière indirecte, comme si elle opérait dans l'ombre, sans jamais être accusée directement. Avec l'arrivée imminente du lundi, tout semblait converger vers un seul et même moment. Sofia, sans le savoir, était au centre de la tempête. Elle était devenue, bien malgré elle, le point de départ pour révéler des années d'injustice dépassant largement les murs de son école. Le lundi matin, la tension était presque palpable. Sofia entra dans l'école le cœur battant à tout rompre, tandis que sa petite caméra, dissimulée dans son nœud de cheveux, enregistrait tout. Marcia se tenait à la porte de la salle, un sourire glacial aux lèvres et des ciseaux brillants à la main. « Aujourd'hui, c'est le jour de notre projet spécial, ma chère, » dit-elle d'une voix douce, mais empreinte de fausseté. « Nous allons te rendre parfaite. » Ce qui se passa ensuite fut rapide et terrifiant. Marcia saisit le bras de Sofia et l'entraîna de force vers la salle 13. La fillette tenta de résister, criant à l'aide, mais la force de l'enseignante était surprenante. La porte se referma avec un fracas qui résonna dans les couloirs déserts. À l'intérieur de la salle, Sofia vit quelque chose qui lui glaça le sang. Les murs étaient couverts de photos d'enfants affichant des expressions de terreur, et sur toutes, leurs cheveux avaient été modifiés, coupés ou altérés de manière étrange. Marcia poussa Sofia sur une chaise au centre de la pièce, brandissant les ciseaux d'un air menaçant. « C'est pour ton bien », siffla Marcia. « Un jour, tu me remercieras. » Alors que les ciseaux s'approchaient des tresses de Sofia, la porte s'ouvrit brusquement avec fracas. Le lieutenant Carlos, suivi d'une équipe de policiers, entra comme un ouragan. « Arrêtez! Police !» cria-t-il, sa voix résonnant dans toute la salle. Marcia, prise au dépourvu, laissa tomber les ciseaux au sol. Son visage se tordit de rage et de désespoir. « Vous ne comprenez pas !» hurla-t-elle. « Je protégeais ces enfants, je les aidais à s'intégrer. » Les policiers lui passèrent rapidement les menottes, tandis que Sofia courait dans les bras de son père, en larmes, mais soulagée. La petite caméra cachée dans son nœud continuait de tout enregistrer, capturant chaque détail de ce moment historique. Dans le couloir, c'était l'effervescence. Élèves, enseignants et employés s'étaient rassemblés, choqués par ce qu'ils venaient de voir. Donna Conceição émergea de la foule avec son vieux téléphone à la main, montrant les enregistrements qu'elle avait accumulés au fil des ans. La directrice Regina arriva peu après, portant une pile de documents. « Lieutenant, » dit-elle, essoufflée, « voici des dossiers retraçant des décennies d'abus. Tout cela avait été dissimulé par l'administration précédente. » Alors que Marcia était escortée hors de l'école, une nouvelle révélation commença à émerger, suggérant que cette histoire était encore loin d'être terminée. La fameuse clé dorée que Marcia portait n'ouvrait pas seulement la salle 13. Elle déverrouillait aussi un dossier secret à la mairie rempli de preuves d'une conspiration bien plus vaste. Cela dépassait largement l'école, impliquant des personnalités influentes de la ville, toutes engagées à maintenir un système de discrimination institutionnalisé depuis des années. Pendant ce temps, la nouvelle éclatait au grand jour.
Des reporters et des caméras de télévision envahirent l'entrée de l'école, tous cherchant à capturer chaque détail. L'histoire de Sofia et le système mis en place par Marcia avaient déjà fuité, et le monde entier suivait les développements. Anna, la mère de Sofia, arriva en courant, se frayant un chemin à travers la foule. Lorsqu'elle vit Sofia dans les bras de Carlos, elle n'hésita pas une seconde. Elle serra sa fille contre elle avec force, en lui disant « Tout va bien maintenant, ma chérie, tu as été tellement courageuse ». Alors que la famille était submergée par l'émotion, Louisa apparut, tenant son téléphone avec des yeux écarquillés. « Sofia, regarde ça !» s'exclama-t-elle. Le hashtag cheveux de la résistance était en tendance sur les réseaux sociaux, avec des milliers de personnes partageant des histoires de discrimination et d'abus dans les écoles. L'école, autrefois symbole de douleur, devenait désormais un lieu d'espoir et de transformation. D'anciens élèves commencèrent à arriver et reconnurent leurs propres visages effrayés sur les photos exposées dans la salle 13. Ce fut le début d'une guérison collective. Des personnes qui avaient longtemps gardé le silence et ressenti de la honte trouvaient désormais la force de parler. Marcia, assise dans la voiture de police, regardait son monde s'effondrer. La clé dorée, qui symbolisait si longtemps son pouvoir, pendait désormais inutilement à son cou, comme un rappel que son règne de terreur était terminé. Lorsque la poussière commença à retomber, il devint évident que ce n'était que le début. La révélation du système de Marcia ouvrait la voie à des discussions plus larges sur le racisme, l'abus de pouvoir et la nécessité de réformes profondes dans le système éducatif. Sofia, encore tremblante, mais avec une nouvelle détermination dans le regard, demanda à ses parents « Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer ?» Carlos et Anna échangèrent un regard résolu. « Maintenant, ma fille, » répondit Carlos, « nous changeons les choses pour le mieux. » Ce moment ne marqua pas seulement la fin du règne de Marcia, mais aussi le début d'une nouvelle ère de conscience et de transformation. Le courage de Sofia devint le catalyseur d'une révolution plus large, promettant de confronter et de transformer des systèmes d'oppression qui semblaient intouchables. Dans les semaines qui suivirent, l'impact fut immense. L'arrestation de Marcia ne fut que le commencement. Les enquêtes menées par le lieutenant Carlos mirent à jour un réseau de complicité s'étendant à plusieurs institutions de la ville. Ce qui avait commencé comme la lutte d'une enfant et de sa famille finit par transformer toute une communauté et inspirer des changements qui résonneraient à travers les générations. Cette fameuse clé dorée, qui semblait n'être qu'un simple objet, s'est révélée être le symbole de quelque chose de bien plus vaste et sinistre. Une société secrète d'éducateurs porteurs d'idées racistes. Cette découverte a ouvert la voie à une enquête gigantesque mettant en lumière des années d'injustice cachées. À l'école, la directrice Regina a relevé le défi de restaurer la confiance de la communauté et de regagner le respect des élèves et des parents. Elle a agi rapidement, mettant en œuvre des changements importants, des formations obligatoires sur la diversité pour tout le personnel, une révision complète du programme scolaire pour inclure l'histoire et la culture afro-brésilienne, et la création d'un conseil étudiant doté d'un réel pouvoir décisionnel permettant aux élèves d'avoir une voix active. Sofia, qui n'était jusque-là qu'une élève parmi d'autres, était désormais considérée comme une héroïne. Au début, elle se sentait timide face à toute cette attention, mais peu à peu, avec le soutien de ses parents et de ses amis, elle trouva sa force. Elle commença à intervenir lors de conférences dans d'autres écoles, racontant son histoire et inspirant les jeunes à se positionner contre les injustices. Le hashtag « cheveux de la résistance », qui avait commencé comme un simple mouvement en ligne, devint gigantesque. Des personnes de tout le pays partageaient leurs histoires de discrimination, créant une vague de sensibilisation impossible à ignorer. Des célébrités et des influenceurs se joignirent à la cause, aidant à diffuser le message encore plus largement. Anna, la mère de Sofia, transforma son enquête en une véritable croisade juridique.
Elle dirigea une action collective au nom de toutes les victimes de Marcia et du système qu'elle représentait. L'affaire attira l'attention d'organisations internationales de défense des droits civils, plaçant le Brésil au cœur d'un débat mondial sur le racisme institutionnel dans l'éducation. L'impact dépassa largement le cadre scolaire. Des entreprises commencèrent à revoir leurs politiques internes, prenant conscience des préjugés inconscients qu'elles entretenaient depuis des années. Même le marché des produits pour cheveux naturels connut une croissance importante, avec de plus en plus de personnes célébrant et assumant leur identité. Bien sûr, tout le monde n'était pas favorable à ce changement. Certains milieux conservateurs qualifièrent tout cela d'exagération, affirmant que Marcia n'était qu'une professionnelle mal comprise. Mais ces voix furent éclipsées par la puissance du mouvement pour le changement. Au commissariat, le lieutenant Carlos faisait face à ses propres défis. Son enquête révéla que certains de ses collègues étaient impliqués dans le réseau de discrimination lié à Marcia. Il dut prendre des décisions difficiles, équilibrant son devoir et ses anciennes loyautés, mais il choisit le camp de la justice. Donna Conceição, la femme de ménage qui avait collecté des preuves pendant des années, devint une figure clé de l'affaire. Son témoignage permit de relier tous les éléments et de révéler toute l'ampleur des abus. En reconnaissance, elle fut promue et se vit confier la coordination d'un programme de mentorat pour les élèves. Et la redoutée salle 13, autrefois un lieu de peur, fut transformée. Elle est désormais un espace de guérison et d'expression artistique où les élèves peuvent partager leurs histoires et célébrer leur véritable identité. Ce changement ne fut pas seulement symbolique, mais un rappel que même les lieux les plus sombres peuvent devenir une source de lumière lorsque l'on a le courage d'affronter la vérité. L'ancienne salle 13 a été rebaptisée la salle de l'empowerment. Les élèves se sont mobilisés pour la transformer, décorant les murs avec des œuvres d'art vibrantes et des photographies célébrant la diversité. Désormais, cet espace, autrefois source de peur, rayonnait de vie et de sens. L'affaire de Sofia eut un impact si important que même la politique locale en fut transformée. Lors des élections municipales suivantes, les candidats prônant l'égalité raciale et des réformes éducatives gagnèrent en influence, changeant le paysage de la ville. Il était clair que la voix de Sofia, ainsi que celle de nombreuses autres personnes, avait marqué le début d'une nouvelle ère. À la fin de l'année scolaire, l'école municipale Monteiro Lobato organisa une cérémonie spéciale. Des élèves de tous âges présentèrent des projets sur l'identité et la culture, remplissant les couloirs de voix, autrefois réduites au silence. Sofia monta sur scène, ses tresses scintillant sous les lumières, et regarda la foule. Parmi eux, il y avait des visages de toutes les couleurs et de toutes les formes, souriant et célébrant ensemble. À cet instant, Sofia comprit que son combat était devenu bien plus grand. Ce qui avait commencé comme un moment douloureux s'était transformé en un mouvement de changement qui continuerait au-delà des murs de l'école. Dans les mois qui suivirent, Sofia dut affronter de nouveaux défis. Le traumatisme de ce qui s'était passé dans la salle 13 ne disparut pas rapidement. La nuit, elle faisait des cauchemars, se réveillant avec l'image des ciseaux de Marcia toujours présente dans son esprit. Inquiets, ses parents l'emmenèrent consulter une thérapeute spécialisée dans les traumatismes infantiles. Lors des séances, Sofia apprit à respirer profondément, à se calmer et à utiliser des techniques de pleine conscience pour gérer son anxiété. Avec le temps, les cauchemars commencèrent à s'estomper. À l'école, la vie n'était pas toujours facile. Certains camarades la traitaient comme une célébrité, tandis que d'autres agissaient avec précaution, comme si elle était fragile. Sofia ne voulait qu'une chose, que tout redevienne normal. Mais elle savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Avec l'aide de sa meilleure amie, Louisa, elle trouva une façon de canaliser toutes ses émotions. Ensemble, elles créèrent un groupe de soutien appelé « Racines solides », un espace sécurisé où les élèves pouvaient partager leurs histoires et lutter contre les préjugés. Pour Sofia,
Aider d'autres élèves à surmonter leurs épreuves fut une manière puissante de guérir elle-même. À la maison, Carlos et Anna remarquèrent des changements importants chez leur fille. Sofia était plus confiante, remettant en question les injustices et cherchant à mieux comprendre ses racines. Elle commença à s'intéresser à l'histoire de sa famille et demanda à sa grand-mère de lui enseigner des coiffures traditionnelles et de lui raconter des histoires sur ses ancêtres. Un jour, Sofia surprit tout le monde en annonçant qu'elle voulait couper ses cheveux. Mais cette fois, ce n'était ni par honte, ni sous la pression. « Mes cheveux, mes règles », déclara-t-elle avec fermeté, montrant que son parcours de douleur et de résilience l'avait transformée en une personne encore plus forte. Anna, remplie de fierté et d'émotion, emmena Sofia dans un salon spécialisé dans les cheveux afro. Là-bas, Sofia choisit une coupe courte et moderne qui mettait en valeur ses boucles naturelles, les rendant encore plus vibrantes. À l'école, son nouveau look devint une source d'inspiration. Des filles qui auparavant lissaient leurs cheveux commencèrent à accepter leurs boucles avec joie. Des garçons, souvent moqués pour leurs coiffures afro, se mirent à les arborer avec fierté et confiance. Sofia réalisa que son voyage personnel transformait non seulement sa propre vie, mais aussi celle de nombreuses personnes autour d'elle. Le lieutenant Carlos, inspiré par le courage de sa fille, lança un programme de sensibilisation à la diversité au sein de la police. Malgré la résistance de certains collègues, il resta déterminé, convaincu que les grands changements commencent par de petites actions. Quant à Anna, résolue à élargir son impact, elle transforma sa pratique juridique. Elle se spécialisa dans les cas de discrimination raciale en milieu scolaire et commença à donner des conférences dans des facultés de droit, partageant l'histoire de Sofia comme exemple de l'importance de l'engagement juridique pour l'égalité. Un an après l'incident dans la salle 13, Sofia reçut une invitation à parler lors d'une conférence nationale sur l'éducation et l'égalité raciale. Elle était nerveuse mais déterminée. Lorsqu'elle monta sur scène et regarda l'auditoire, elle vit des visages de tous âges et de toutes couleurs, attentifs à son histoire. D'une voix ferme, Sofia commença à parler, non pas comme une victime, mais comme une survivante et une actrice du changement. « Mon parcours a commencé avec la peur et la douleur, dit-elle, mais il s'est transformé en quelque chose de bien plus grand. J'ai appris que notre identité est notre force, et non notre faiblesse. Ensemble, nous pouvons changer le monde, une boucle à la fois. » Son discours se termina sous un tonnerre d'applaudissements. Les journalistes se précipitèrent pour l'interviewer. Et elle reçut rapidement des invitations pour d'autres conférences. À seulement 10 ans, Sofia devenait une voix importante du mouvement pour l'égalité et le respect. À l'école, les transformations continuaient. La salle de l'empowerment devint un modèle pour d'autres institutions. Des élèves d'écoles différentes vinrent la visiter pour découvrir le programme de mentorat et les initiatives culturelles qui avaient transformé l'environnement. Par ailleurs, Sofia découvrit une nouvelle passion, l'écriture. Elle créa un blog pour partager ses expériences, attirant rapidement des lecteurs de tous âges. Ses mots touchaient les gens et les incitaient à affronter leur propre bataille contre les préjugés. Alors que son 11e anniversaire approchait, Sofia réfléchit à tout ce qu'elle avait traversé. La peur qu'elle ressentait autrefois avait été remplacée par du courage. La honte avait laissé place à la fierté et le silence s'était transformé en une voix puissante qu'elle savait désormais utiliser. Elle comprit que son voyage de croissance et de résilience ne faisait que commencer, mais qu'elle abordait l'avenir avec espoir et détermination. En se regardant dans le miroir, Sofia sourit. Ses tresses, plus élaborées que jamais, étaient un symbole de résistance, de beauté et de force. Elle savait qu'elle était prête pour le prochain chapitre de sa vie, avec la certitude que chaque jour serait une occasion de grandir et de faire une différence dans le monde. 2 années s'étaient écoulées depuis ce jour marquant dans la salle 13, et la vie de Sofia, désormais âgée de 11 ans, avait changé d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. L'affaire contre Marcia Albuquerque et ses complices
allait enfin être jugée, et toute la ville semblait retenir son souffle, attendant le verdict. Dans les semaines précédant le procès, l'atmosphère était tendue. Sofia, désormais reconnue comme une jeune militante à l'échelle nationale, se préparait à affronter l'un des moments les plus difficiles de sa vie, témoigner devant le tribunal. Anna, sa mère, passait des nuits blanches à réviser des documents et à peaufiner chaque détail de la stratégie juridique. Elle était déterminée à obtenir justice, non seulement pour Sofia, mais aussi pour toutes les victimes de ce système cruel. Pendant ce temps, le lieutenant Carlos menait ses propres combats en coulisses. Des informations commençaient à émerger, révélant que des personnes influentes tentaient d'étouffer l'affaire. Il reçut des menaces, mais ne recula pas. Sa détermination à dévoiler toute la vérité était plus forte que toute intimidation. À l'école, devenu un symbole de transformation et de résistance, les élèves montrèrent leur soutien à Sofia. Ils organisèrent des veillées et des manifestations pacifiques, utilisant la salle de l'Empowerment comme centre de leurs actions. Là-bas, ils créaient des pancartes, composèrent des chansons et planifiaient des activités de sensibilisation. Louisa, la meilleure amie de Sofia, dirigeait un groupe de jeunes reporters qui avaient lancé un blog pour documenter chaque étape. Ils interviewaient d'anciens élèves, recueillaient des témoignages et tenaient la communauté informée des moindres évolutions. Donna Conceição, la femme de ménage qui avait rassemblé des preuves pendant des années, affrontait également ses propres combats. D'anciens collègues tentaient de la convaincre de laisser certains détails de côté dans son témoignage. Elle se sentait déchirée entre la peur et le courage, mais trouvait la force dans l'exemple de Sofia pour rester fidèle à la vérité. Peu avant le procès, un événement inattendu se produisit. Une clé USB anonyme fut remise au journal local. À l'intérieur, des emails compromettants reliaient Marcia à des hauts fonctionnaires de la mairie. La ville fut plongée dans un tourbillon de spéculations sur l'identité du mystérieux informateur. Sous le poids de toutes ces pressions, Sofia prit une décision audacieuse. Elle demanda à rencontrer Marcia en prison, accompagnée de ses parents et d'un psychologue. Lorsque ses parents lui demandèrent pourquoi, elle répondit avec détermination « J'ai besoin de la regarder dans les yeux. J'ai besoin de savoir que je n'ai plus peur. » La rencontre fut chargée de tension et d'émotion. Marcia n'était plus la figure autoritaire dont Sofia se souvenait. Elle semblait désormais une ombre d'elle-même, oscillant entre le remords et des excuses désespérées. Pour Sofia, ce moment n'était pas une confrontation, mais une libération. Elle quitta la prison avec la certitude que la peur ne la contrôlait plus. Sofia quitta cette rencontre avec Marcia sans colère. Ce qu'elle ressentait était plus complexe, un mélange de compassion et une volonté inébranlable de se battre pour la justice. La veille du procès, cependant, une nouvelle choquante mit la ville en émoi. L'un des juges de l'affaire fut surpris dans une conversation suspecte, laissant entendre qu'il pourrait alléger la peine en échange de faveurs. Le scandale menaçait de faire s'effondrer tout le processus. Carlos et Anna passèrent la nuit entière en réunion d'urgence avec les procureurs et les militants, cherchant une solution pour éviter que tout ne soit perdu. Pendant ce temps, Sofia, incapable de dormir, s'assit à la fenêtre de sa chambre, regardant les lumières de la ville. Ses pensées vagabondaient à travers tout ce qu'elle avait vécu, les combats qu'elle avait affrontés et ceux qui l'attendaient encore. Le matin du procès, une foule s'était rassemblée devant le tribunal. Des personnes de tous âges, de toutes origines et de toutes histoires étaient là pour manifester leur soutien. Lorsque Sofia arriva, marchant entre ses parents, elle fut accueillie par des applaudissements et des mots d'encouragement. À l'intérieur du tribunal, l'atmosphère était lourde d'attente. Des journalistes étaient partout, leurs caméras prêtes à enregistrer chaque instant. En entrant dans la salle, les yeux de Sofia croisèrent ceux de Marcia. Pour la première fois depuis leur rencontre en prison, elle vit son ancienne professeure. Et à sa grande surprise, une étrange sérénité l'envahit. Le juge entra et ouvrit la séance, le bruit de son marteau résonnant dans la salle. Sofia inspira profondément,
consciente que cette journée n'était pas seulement à propos d'elle ou de Marcia, mais de la nécessité de briser un cycle d'injustice qui durait depuis trop longtemps. Elle était prête. Le procureur commença à présenter l'affaire, révélant des preuves qui choquèrent l'Assemblée. Des photos, des vidéos et des témoignages d'anciens élèves, tous montrant des années d'abus et de discrimination aux mains de Marcia Albuquerque. Le tribunal resta silencieux, alourdi par les récits de traumatisme qui émergeaient. Quand ce fut au tour de Sofia de témoigner, elle se leva et marcha jusqu'à la barre. Ses pas étaient assurés, mais sa voix, d'abord tremblante, gagna en force à mesure qu'elle racontait son histoire. Elle regarda le jury et déclara « Je ne suis pas ici seulement pour moi. Je suis ici pour chaque enfant dont l'identité a été méprisée et dont la dignité a été arrachée. » La défense de Marcia tenta de discréditer Sofia, suggérant qu'en tant qu'enfant, elle aurait pu mal interpréter les événements. C'est alors que Sofia fit quelque chose d'inattendu. Elle demanda au juge la permission de montrer quelque chose au tribunal. Avec son accord, elle défit ses tresses. « Ces tresses, dit-elle d'une voix ferme, ne sont pas qu'une coiffure. Elles représentent mon histoire, ma culture, mon identité. Essayer de me les couper de force n'est pas un malentendu. C'est une violence. » L'impact fut immédiat. La salle resta dans un silence absolu, tandis que les paroles de Sofia résonnaient. Elle ne se contentait pas de raconter son histoire. Elle donnait une voix à tous les enfants qui avaient vécu la même chose. Ce moment fut si puissant qu'il changea le cours du procès, rendant évident que la vérité était enfin entendue. Le silence qui envahit la salle après les paroles de Sofia était si profond qu'il semblait que le temps s'était arrêté. Même l'avocat de la défense de Marcia resta sans voix. Mais le moment le plus marquant vint lorsque Donna Conceição prit place à la barre des témoins. Avec une voix ferme et déterminée, elle ne se contenta pas de confirmer l'histoire de Sofia. Elle révéla également quelque chose qui choqua tout le monde. Elle avait accumulé pendant des années des notes et des preuves documentant le comportement de Marcia. Et puis vint la révélation la plus inattendue. Les larmes aux yeux, Donna Conceição avoua. « C'est moi qui ai envoyé la clé USB à la presse. Je ne pouvais plus vivre avec ce secret. Nos enfants méritent tellement mieux. » La salle fut remplie de murmures, alors que chacun tentait de digérer le courage de cette femme. Marcia, voyant son affaire s'écrouler devant elle, demanda à témoigner. Lorsqu'elle commença à parler, sa voix oscillait entre des excuses désespérées et des moments d'un semblant de remords. « Je voulais juste les aider à s'intégrer, » dit-elle, la voix brisée. « Le monde est cruel avec ceux qui sont différents. » C'est alors que Sofia surprit une fois de plus tout le monde. Elle se leva et demanda au juge l'autorisation de s'adresser directement à Marcia. Après une courte pause, le juge acquiesça. D'une voix claire et sereine, Sofia commença « Madame Albuquerque, le monde peut être cruel, oui. Mais la solution n'est pas de nous forcer à changer qui nous sommes. C'est de changer le monde pour qu'il accepte chacun d'entre nous. » La salle murmura d'admiration. Marcia, pour la première fois, sembla réellement troublée. Elle regarda Sofia, puis ses propres mains, et enfin, d'une voix basse, dit « Je suis désolé, je suis vraiment désolé. » C'est alors que le lieutenant Carlos présenta les preuves les plus accablantes, des documents, des emails et des enregistrements reliant Marcia à un réseau plus vaste de discrimination institutionnalisée. Il devint évident que le problème allait bien au-delà d'une seule enseignante ou d'une seule école. Lorsque vint le moment des plaidoiries finales, l'avocat de l'accusation, inspiré par les mots de Sofia, fit un plaidoyer puissant. « Ce procès n'est pas seulement une question de punir une personne, » déclara-t-il. « Il s'agit de corriger un système qui a échoué à protéger nos enfants pendant des générations. » Le jury se retira pour délibérer, laissant la salle plongée dans un silence chargé de tension. Les heures parurent une éternité pour Sofia et sa famille. Enfin, le jury revint et le verdict fut annoncé. Marcia Albuquerque fut déclarée coupable de toutes les accusations.
Mais il y eut une surprise dans la sentence. En plus de la peine de prison, le jury recommanda la création d'un programme de rééducation et de sensibilisation avec une participation active de Marcia après avoir purgé sa peine. Le juge, visiblement ému, approuva. Ce procès nous a montré que la véritable justice ne réside pas seulement dans la punition, mais dans la transformation, déclara-t-il. Que cela marque le début d'une nouvelle ère pour notre communauté. Alors que la séance touchait à sa fin, un sentiment de soulagement envahit la salle. Sofia, dans les bras de ses parents, ressentit un mélange d'émotions. Le soulagement que tout soit terminé, la tristesse des blessures qui prendraient du temps à guérir et l'espoir d'un avenir meilleur. En regardant Marcia escortée hors de la salle, elle ne ressentit pas de colère. Elle éprouva la certitude que le véritable changement nécessitait quelque chose de plus profond, de la compassion, même pour ceux qui avaient causé tant de douleur. En sortant du tribunal, Sofia fut accueillie par une foule de soutien. Les caméras crépitaient, les flashs illuminaient la scène, et les journalistes lançaient des questions. Mais elle se contenta de sourire et de dire « Aujourd'hui n'est pas la fin. C'est juste le début de notre lutte pour un monde plus juste et accueillant pour tous. » Dans les semaines qui suivirent, la ville de Sofia connut une transformation qui semblait relever du rêve. L'affaire contre Marcia Albuquerque n'avait pas seulement apporté justice aux victimes, elle avait aussi déclenché une vague de changements touchant toute la communauté. L'école municipale Montero Lobato, autrefois perçue comme un lieu de souffrance, devint un modèle d'inclusion et de diversité. Le programme recommandé par le jury fut mis en place, non seulement dans cette école, mais dans toutes les écoles de la région. Les enseignants participèrent à des formations sur la conscience raciale et culturelle, et les programmes scolaires furent révisés pour célébrer la diversité brésilienne. Désormais âgée de 12 ans, Sofia se retrouva au cœur de cette révolution éducative. Invitée à faire partie d'un comité supervisant les réformes, elle apporta la perspective unique de quelqu'un qui avait vécu la discrimination de l'intérieur. Sa voix, autrefois ignorée, résonnait maintenant lors de réunions importantes et de conférences sur l'éducation. Son père, le lieutenant Carlos, vit également son travail se transformer radicalement. Après l'exposition du réseau de discrimination, les pratiques policières furent révisées et il dirigea la création d'une unité spéciale dédiée à la lutte contre les crimes de haine et les discriminations. Son initiative devint un exemple pour tout le pays. Anna, quant à elle, étendit son action juridique. Inspirée par le succès de l'affaire, elle commença à intervenir à l'échelle nationale, militant pour des réformes législatives visant à protéger les minorités dans les écoles. Son travail motiva une nouvelle génération d'avocats à s'engager pour la justice sociale. Donna Conceição, qui avait joué un rôle crucial dans l'affaire, fut reconnue comme une héroïne. Promue coordinatrice des relations communautaires de l'école, elle utilisa sa nouvelle position pour renforcer les liens entre les familles et l'établissement, veillant à ce que toutes les voix soient entendues et respectées. L'histoire de Sofia inspira un mouvement national. Des écoles à travers le Brésil commencèrent à adopter des politiques d'inclusion, et le ministère de l'Éducation lança une initiative contre le racisme en milieu scolaire. Les cheveux, autrefois source de honte pour beaucoup, devinrent un symbole de fierté et de résistance. Pendant ce temps, Marcia Albuquerque, purgeant sa peine, entama un processus de réflexion. Avec l'aide de thérapie et d'une éducation, elle comprit peu à peu l'impact dévastateur de ses actions. Bien que le pardon restât difficile, son cheminement vers le remords et la transformation devint un exemple de réhabilitation. Sofia, quant à elle, ne s'arrêta pas là. Grâce à sa voix désormais écoutée par beaucoup, elle continua de lutter pour ceux qui faisaient encore face à la discrimination. Son blog devint un livre, Tresse de courage, qui fut rapidement intégré au programme scolaire dans tout le pays. 5 ans plus tard, à 17 ans, Sofia monta sur la scène d'une conférence internationale sur les droits de l'homme.
Ses cheveux, une somptueuse couronne de tresses, brillaient sous les projecteurs. En regardant l'audience diversifiée, elle déclara d'une voix forte et déterminée: « Notre lutte n'est pas terminée. Mais regardez tout ce que nous avons accompli. » Au premier rang, ses parents souriaient, remplis de fierté. À leur côté, de manière inattendue, se trouvait Marcia Albuquerque, désormais militante en faveur de la réforme de l'éducation. « Chaque tresse, chaque boucle, chaque cheveu raconte une histoire, » dit Sophia. « Et ensemble, nous réécrivons l'avenir. Et si vous êtes arrivés jusqu'ici, vous êtes incroyables. » L'histoire de Sophia est bien plus que des mots, c'est une invitation à agir. Si ce récit a touché votre cœur, partagez ce message. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Et si vous avez lu jusqu'au bout, commentez. J'ai lu jusqu'au bout, pour montrer que nous sommes unis dans cette lutte pour un monde plus juste et inclusif. Ah, et ne manquez pas de consulter le prochain article. Il y a encore plus de contenu inspirant qui vous attend.